31 août 1944. Le général Omar Bradley contemplait la carte, incrédule. La troisième armée de Patton venait d'accomplir elle. Impossible, parcourir 400 km à travers la France. En moins de 30 jours, brisant toutes les lignes de défense allemandes sur son passage. Mais, à présent, Bradley était confronté à une crise qu'aucune génie tactique, aussi brillante soit-elle, ne pouvait résoudre. Les chars de Patton étaient immobilisés, non pas par les tirs ennemis, mais par des réservoirs de carburant vides. Son armée avait besoin de 400 000 gallons d'essence par jour. Elle n'en recevait que 25 000. Bradley devait faire un choix impossible. Laisser Patton poursuivre son offensive et risquer un effondrement total, ou stopper l'offensive la plus réussie de l'histoire militaire américaine. Ce qu'il dit ensuite allait définir les limites des plus grands commandants, et révéler que parfois, le véritable ennemi n'est pas celui qui riposte. Lorsque la troisième armée de Patton devint opérationnelle, le 1er août 1944, elle déclencha une forme de guerre que même les Allemands, inventeurs de la Blitzkrieg, ne purent égaler. Quelques jours après son activation, ses forces avaient déferlé sur la Bretagne et progressé vers l'est dans une offensive qui couvrit en quelques semaines des distances que les planificateurs estimaient nécessiter des mois. Fin août, la troisième armée avait libéré Paris, anéanti les forces allemandes à la gigue des fils et approchait de la frontière allemande elle-même. Mais ce succès spectaculaire portait en germe la catastrophe. Chaque kilomètre parcouru par Patton éloignait davantage ses lignes de ravitaillement des plages de Normandie, les seuls ports alliés opérationnels en France. Le plan initial de l'opération Overlord prévoyait une progression méthodique, les armées s'arrêtant pour sécuriser les ports, établir des dépôts de ravitaillement et construire les infrastructures avant de poursuivre leur avancée. Patton avait réduit ce calendrier à néant, avançant si rapidement que tout le système logistique allié était à bout de souffle. Au point de rupture, le général Bradley observait la situation se dérouler avec une inquiétude croissante. En tant que commandant du 12e groupe d'armées, il était responsable non seulement de la troisième armée de Patton, mais aussi de la première armée de Courtenay, âge au nord. Les deux armées consommaient des approvisionnements à un rythme qui dépassait tout ce que les planificateurs avaient prévu. Les besoins quotidiens étaient stupéfiants. 800 000 gallons d'essence pour les deux armées combinées, ainsi que des milliers de tonnes de munitions, de vivres, de fournitures médicales et d'équipements. Les calculs étaient brutaux et impitoyables. Chaque camion transportant des approvisionnements au front consommait du carburant. Pour s'y rendre, un carburant qui ne pouvait pas être utilisé par les unités de combat. Les lignes de ravitaillement s'étendaient désormais sur plus de 725 km des ports normands, comme Cherbourg jusqu'à l'avant-garde de Patton. Les positions près de la Moselle étaient critiques. Les camions s'usaient littéralement à force d'être usés, tombant en panne sur les routes françaises, plus vite qu'ils ne pouvaient être réparés. Bradley comprenait ce que Patton soit ne pouvait pas, soit ne voulait pas admettre. La troisième armée avait de fait dépassé les capacités logistiques alliées à la soutenir. L'infrastructure nécessaire pour approvisionner les forces de Patton au rythme actuel des opérations n'existait tout simplement pas. Le réseau ferroviaire français, délibérément détruit par les bombardements alliés avant le jour J, pour empêcher les renforts allemands d'atteindre la Normandie, ne pouvait être reconstruit. Du jour au lendemain, les ports bretons conquis étaient soit trop endommagés, soit trop éloignés, pour apporter une aide immédiate. La situation atteignit son point critique le 29 août, lorsque Bradley convoqua Patton et Hodge à son quartier général de Dreux. Le message qu'il transmit fut clair et sans ambiguïté. La situation du ravitaillement était désastreuse, au bord de la rupture critique. Si la troisième armée ne parvenait pas à sécuriser les têtes de pont sur la Moselle avant le 14 septembre, elle devrait adopter une posture défensive. Pour Patton, dont toute la philosophie reposait sur une offensive implacable, cela équivalait à une défaite. L'ampleur du défi logistique auquel étaient confrontées les forces de Bradley à la fin août 1944 était sans précédent dans l'histoire militaire.
La troisième armée, à elle seule, avait besoin de 350 000 à 400 000 gallons d'essence par jour pour maintenir son rythme opérationnel. Le 2 septembre, alors que les chars de Patton approchaient de la Moselle, à portée de tir de l'Allemagne, la troisième armée reçut exactement 25 à 390 gallons, soit moins de 118e de ce dont elle avait besoin. Ce manque criant ne signifiait qu'une chose. L'avancée de Patton était sur le point de s'arrêter brutalement. La création du Red Ball Express, le 25 août, fut une improvisation désespérée pour faire face à la crise. En seulement 36 heures, les commandants alliés mirent en place une opération de transport routier massive qui allait finalement impliquer plus de 6 000 véhicules et plus de 20 000 chauffeurs. Nombre d'entre eux étaient des soldats afro-américains qui conduisaient jour et nuit pour assurer l'approvisionnement. Les camions roulaient jour et nuit à des vitesses folles. Leurs chauffeurs poussaient les véhicules à leurs limites pour livrer du carburant, des munitions et des vivres aux armées qui avançaient. Mais même cet effort héroïque ne put résoudre le problème fondamental, la distance. Les camions du Red Ball consommaient eux-mêmes d'énormes quantités de carburant, effectuant les allers-retours entre la Normandie et les lignes de front. L'entretien devint un véritable cauchemar, les véhicules tombant en panne à cause de l'utilisation constante sur des routes jamais conçues pour un trafic aussi dense. Les conducteurs continuèrent à rouler sans repos suffisant, certains s'endormant au volant, d'autres mourant dans des accidents sur les routes françaises obscures, où ils conduisaient sans phare pour éviter les attaques aériennes allemandes. Les unités avancées de Patton subirent de plein fouet la crise de ravitaillement. Les équipages de chars voyaient leur jauge de carburant descendre à zéro, sans aucun ravitaillement en vue. Les divisions d'infanterie se retrouvèrent à rationner leurs munitions, obligées de choisir avec soin les cibles qui méritaient d'être ciblées. Pour tirer leurs précieux obus, les soldats manquaient de nourriture, de couverture et d'imperméables en quantité suffisante. Alors que le temps devenait froid et humide en septembre, le moral commença à se détériorer. Pour les troupes qui avaient jusqu'alors tenu le coup, les troupes victorieuses se retrouvèrent soudainement immobilisées et vulnérables. La situation fut aggravée par les propres méthodes de Patton. Désespéré de maintenir ses forces en mouvement, il employa ce qu'il appelait sa stratégie du « soupe de pierre », consistant essentiellement à récupérer des approvisionnements là où il le pouvait. Ces unités détournèrent des convois destinés à d'autres formations, empruntèrent du carburant aux dépôts sans autorisation et utilisèrent les approvisionnements allemands capturés chaque fois que c'était possible. Lorsque Patton se rendait au quartier général de Bradley, il arrivait avec sa Jeep presque vide pour dramatiser sa pénurie de carburant, puis faisait le plein au garage de Bradley avant de repartir. Ces improvisations, tout en témoignant de l'ingéniosité de Patton, créèrent leurs propres problèmes. Les services logistiques centraux perdirent la trace de l'emplacement réel des approvisionnements, rendant toute allocation rationnelle impossible. Les unités qui auraient dû recevoir du soutien virent leur convoi détourné vers les forces de Patton. L'ensemble du système commença à fonctionner dans le chaos, au lieu de la planification. Alors que chaque commandant devait lutter non seulement contre les Allemands, mais aussi contre les unités américaines concurrentes pour des ressources limitées, Bradley se trouvait face à une situation impossible. Deux armées approchaient de la frontière allemande, toutes deux en manque critique de ravitaillement. Au nord, les forces britanniques du maréchal Montgomery réclamaient également la priorité pour le ravitaillement afin de soutenir l'opération Market Garden, l'ambitieux plan visant à s'emparer des ponts sur le Rhin. Le commandant suprême Eisenhower privilégiait une approche sur un large front, souhaitant progresser sur plusieurs axes plutôt que de concentrer toutes les ressources sur une seule offensive. Cela impliquait de diviser des approvisionnements déjà insuffisants entre de multiples demandes concurrentes, garantissant ainsi que personne ne disposerait des ressources nécessaires pour réaliser une percée décisive. La crise du ravitaillement mit en lumière un désaccord fondamental sur la manière de mener la guerre, désaccord qui couvait depuis la percée de Normandie. Patton croyait passionnément au principe de la poursuite, à l'idée qu'il ne fallait laisser à un ennemi vaincu aucun temps de se ressaisir, aucune possibilité d'établir de nouvelles positions défensives. Il affirmait qu'avec suffisamment de carburant, il pourrait traverser le Rhin et pénétrer en Allemagne en quelques jours, mettant potentiellement fin à la guerre. Avant l'hiver, Bradley, plus prudent,
et méthodique de nature, percevait les dangers de l'approche de Patton. Des lignes de ravitaillement trop étendues créaient une vulnérabilité. Des forces avançant trop rapidement risquaient de voir leurs flancs exposés, leur communication coupée, leurs éléments avancés isolés et anéantis. Bradley comprenait que la logistique n'était pas de simples détails administratifs, mais le fondement même des opérations militaires. Sans ravitaillement adéquat, même les manœuvres tactiques les plus brillantes devenaient impossibles. La tension entre ces philosophies se manifesta par des échanges de plus en plus houleux. Patton a constamment fait pression pour obtenir la priorité et l'allocation des ressources, arguant que son succès prouvait la pertinence de la concentration des efforts. Il se plaignait amèrement de ce qu'il considérait comme une prudence excessive de la part du haut quartier général, écrivant dans son journal qu'il avait désormais deux ennemis à combattre, les Allemands et le grand quartier général des forces expéditionnaires alliées. Il estimait que la stratégie d'ouverture d'Eisenhower dispersait les forces alliées au moment même où la concentration pouvait porter un coup décisif. Bradley se retrouva pris en étau entre les exigences de Patton et les réalités de la guerre de coalition. Il ne pouvait pas simplement donner à Patton tout ce qu'il voulait, sans léser la première armée de Hague ni créer de friction avec les forces britanniques de Montgomery. De plus, Bradley reconnaissait que la confiance de Patton frôlait parfois l'inconscience. Les renseignements parvenant au quartier général de Bradley indiquaient que les Allemands, bien que durement éprouvés, étaient loin d'être vaincus. De nouvelles divisions étaient formées, les défenses renforcées et les réserves positionnées pour contrer toute percée alliée. Le désaccord ne se limitait pas à Patton et Bradley, mais concernait pratiquement tous les hauts commandants alliés. Montgomery préconisait une offensive unique et concentrée au nord, à travers les Pays-Bas, jusqu'au cœur industriel de la Russie. Patton, quant à lui, souhaitait que l'effort principal se concentre au sud, à travers l'Irlande, en direction de la Sarre. Eisenhower, qui tentait de maintenir l'unité des Alliés tout en faisant pression sur les Allemands sur plusieurs fronts, se retrouva en grande partie à la merci d'un manque de ressources allouées à tous pour atteindre leurs objectifs. Pour Bradley, le défi dépassait le cadre des considérations militaires et touchait également à des questions de responsabilité de commandement. Il avait promu Patton, malgré les incidents de giflant. Sicile l'avait défendu lorsque d'autres réclamaient sa relève et le commandait désormais tandis que la troisième armée progressait à travers la France. Mais Bradley savait aussi que les instincts agressifs de Patton exigeaient d'être canalisés. Sans contrôle, Patton foncerait tête baissée, sans se soucier des risques, risquant de conduire son armée au désastre. La tâche de Bradley consistait à canaliser l'esprit offensif de Patton, tout en l'empêchant de devenir suicidaire. Les conversations entre Bradley et Patton pendant cette période reflétaient cette tension. Bradley exposait la situation des approvisionnements avec une précision mathématique, démontrant à Patton que les chiffres ne permettaient tout simplement pas la poursuite des opérations offensives. Patton répliquait en invoquant l'opportunité, arguant que les raisonnements logistiques conventionnels n'étaient plus pertinents face à un ennemi chancelant et vulnérable. Chacun avait raison dans son propre cadre de pensée, mais ces cadres étaient fondamentalement incompatibles. Le 31 août 1944, l'offensive de Patton s'enlisait sur les rives de la Moselle, aux portes de la ville fortifiée de Metz. Après 30 jours d'avancée continue qui avaient permis de parcourir 400 km et de libérer de vastes étendues de France, la troisième armée se retrouva à court de carburant. Les chars qui avaient percé les lignes allemandes restaient immobiles, vides. Les divisions d'infanterie qui poursuivaient un ennemi vaincu creusaient désormais des positions défensives. L'offensive la plus réussie de l'histoire militaire américaine fut stoppée non par la résistance allemande, mais par des réservoirs de carburant vides. Le coût humain de cette pause fut immédiat et tangible. Les soldats, galvanisés par la victoire et le sentiment que la guerre approchait de sa fin, durent faire face à la dure réalité d'un nouvel automne et d'un nouvel hiver de combat. Les forces allemandes, qui battaient en retraite en désordre, profitèrent de ce répit pour se réorganiser, établir des positions défensives et faire venir des renforts. Chaque jour où les forces de Patton restaient immobiles permettait aux troupes de gagner du temps. Les Allemands renforçaient les positions mêmes que la troisième armée devrait finalement prendre d'assaut. L'évaluation de Bradley à Patton était d'une brutalité sans concession.
Si la troisième armée ne pouvait pas franchir la Moselle en force avant le 14 septembre, elle devrait passer à des opérations défensives. Cette échéance exerçait une pression énorme sur Patton et son état-major. Il devait maintenir l'élan offensif malgré des approvisionnements cruellement insuffisants, tout en se préparant à l'éventualité d'un ordre d'arrêt complet. L'impact psychologique sur les troupes fut considérable. Des hommes habitués à progresser chaque jour restaient immobiles, observant l'ennemi se fortifier de l'autre côté du fleuve. Les conséquences sur le moral dépassaient largement le cadre des unités combattantes. Les conducteurs du Red Bull Express, poussant leurs véhicules et eux-mêmes à bout, voyaient les approvisionnements être consommés dans des positions défensives statiques, au lieu de soutenir l'avancée que leur sacrifice était censé permettre. Les équipes de maintenance travaillaient jour et nuit, à réparer des véhicules qui s'usaient plus vite qu'ils ne pouvaient être réparés. Les officiers d'approvisionnement peinaient à allouer des ressources qui n'étaient jamais suffisantes pour répondre à tous les besoins. La frustration de Patton durant cette période était palpable. Il était profondément convaincu que la guerre aurait pu se terminer en 1944 si seulement il avait reçu les approvisionnements nécessaires à ses forces. Les entrées de son journal et ses lettres de cette période témoignent d'un homme convaincu que le haut quartier général gaspillait l'opportunité que son armée avait créée grâce à ses sacrifices et à son compétence. Il se plaignait que les munitions étaient allouées sur la base de facteurs de planification théorique plutôt que de besoins opérationnels réels, et que le carburant était distribué à des armées qui n'étaient même pas en contact avec l'ennemi, alors que ses forces étaient immobilisées à une distance de frappe de l'Allemagne. Bradley comprenait la frustration de Patton, mais il ne pouvait rien changer aux calculs fondamentaux de la logistique. La situation en matière d'approvisionnement s'améliora lentement tout au long du mois de septembre, grâce à l'arrivée de camions supplémentaires, la réparation et la remise en service des voies ferrées françaises capturées, et l'ouverture de nouveaux ports à la marine marchande alliée. Cependant, cette amélioration ne fut pas assez rapide pour permettre la reprise de l'avancée rapide souhaitée par Patton. La troisième armée dut donc combattre tout au long des mois de septembre et d'octobre dans des batailles acharnées autour de Mai et de Nancy. Des batailles qui épuisèrent les ressources sans produire les victoires décisives qui avaient caractérisé le mois d'août. Les décisions prises par Bradley durant cette période façonnèrent le reste de la guerre en Europe. En refusant de laisser Patton poursuivre son avancée sans soutien, Bradley évita potentiellement un désastre si la troisième armée s'était retrouvée coupée du monde en plein territoire ennemi, sans ravitaillement suffisant. Mais en stoppant l'avancée, il donna également aux Allemands le temps de se ressaisir et d'établir des positions défensives qui nécessiteraient finalement des mois de combats sanglants pour être conquises. La seule bataille de mai allait durer plus de 10 semaines et entraîner de lourdes pertes dans les deux camps. Un contraste saisissant avec les pertes relativement légères que la troisième armée avait subies lors de son avancée d'eau. L'évaluation finale de Bradley sur la progression fulgurante de Patton en août à travers la France et son arrêt logistique révèle la complexité des décisions de commandement au plus haut niveau de la guerre. Dans ses mémoires d'après-guerre et ses entretiens, Bradley a reconnu le génie de Patton comme commandant de combat, tout en soulignant le coût de son approche. L'avancée rapide avait été spectaculaire, mais elle avait également violé les principes fondamentaux de la logistique et créé des vulnérabilités que des commandants allemands plus prudents auraient pu exploiter. L'arrêt de septembre est devenu un tournant non seulement pour la troisième armée, mais pour toute la campagne alliée. Europe, au lieu de se terminer en 1944, comme certains optimistes l'avaient prédit, la guerre s'éternisa, marquée par un hiver rigoureux, la surprise de la bataille des Ardennes et des mois de combats acharnés, avant la capitulation finale de l'Allemagne en mai 1945. Les historiens continuent de débattre de la question de savoir si une meilleure gestion des approvisionnements aurait pu soutenir l'élan de Patton et raccourcir la guerre, ou si la logistique ne pouvait tout simplement pas soutenir des avancées aussi rapides. Quelle que soit la planification de cette controverse est né un respect mutuel, certes réticent, entre Bradley et Patton, fondé sur une expérience commune du commandement dans des conditions impossibles. Bradley finit par comprendre que l'instinct agressif de Patton, même s'il exigeait parfois
de la retenue était essentielle pour maintenir la pression sur l'ennemi et exploiter les opportunités lorsqu'elles se présentaient. Patton, quant à lui, développa une meilleure compréhension des réalités logistiques qui limitaient même les opérations les plus ambitieuses, bien qu'il n'ait jamais cessé de prôner une action audacieuse plutôt qu'une planification prudente. La campagne de Lorraine qui suivit la pause de septembre s'avéra bien plus difficile que la percée d'eau. Une étude de l'armée américaine de 1985 critiquait vivement les opérations de Patton durant cette période, notant que la Troisième Armée avait rencontré des unités allemandes composées de soldats médicalement inaptes, de cuisiniers et de personnel administratif, et pourtant avait eu du mal à progresser. L'étude concluait que la logistique détermine souvent les opérations, quelle que soit l'agressivité du général commandant, et que la violation des principes logistiques est une affaire impitoyable aux conséquences cumulatives. Les décisions de commandement de Bradley durant cette période reflétaient une convenue fondamentale: la guerre est, en fin de compte, une épreuve non seulement de compétences tactiques ou de génie opérationnel, mais aussi de capacité durable. Les armées qui dépassent leur capacité logistique cessent d'être des forces de combat efficaces, aussi talentueux que soient leurs commandants ou leurs soldats. La tension entre le désir de Patton d'avancer rapidement et l'insistance de Bradley sur la durabilité logistique illustrait des visions concurrentes de la guerre, toutes deux valables dans leur contexte respectif, mais nécessitant en fin de compte un équilibre. Les leçons de cette période restent pertinentes. Les armées modernes, malgré les progrès technologiques en matière de transport et de communication, sont toujours confrontées au défi fondamental d'adapter les ambitions opérationnelles aux capacités logistiques. L'avancée de Patton en août a démontré ce que le leadership offensif et l'excellence tactique peuvent accomplir lorsque les conditions permettent des mouvements rapides. L'arrêt en septembre a démontré les contraintes immuables que la logistique impose à toutes les opérations militaires, des contraintes que même les commandants les plus brillants ne peuvent ignorer. En fin de compte, ce que Bradley a dit lorsque la Troisième Armée de Patton a été à court de lignes de ravitaillement était moins important que ce qu'il a fait. Il a su concilier son respect pour les succès de Patton avec sa responsabilité quant à la durabilité de l'ensemble du groupe d'armées. Il laissa à Patton suffisamment de liberté pour obtenir des succès spectaculaires, tout en l'empêchant d'avancer si loin que le désastre devienne inévitable. Cet exercice d'équilibriste, peu gratifiant et souvent frustrant pour les commandants agressifs comme Patton, représentait l'essence même du haut commandement dans la guerre moderne. Bradley comprenait que gagner des batailles ne signifie pas grand-chose si l'on perd la capacité de livrer la suivante et que parfois, la décision la plus difficile qu'un commandant puisse prendre est d'arrêter une avancée prometteuse avant qu'elle ne se transforme en défaite catastrophique.